4000 ans d'histoire. Une chronique historique hebdomadaire tous les lundis à 16h30, rediffusée vers 20h. Aujourd'hui, je reçois Jean-Paul Demoule pour évoquer son livre « Mais où sont passés les Indo-Européens ?» Alors bonjour, je reçois aujourd'hui monsieur Jean-Paul Demoule pour parler de son livre « Mais où sont passés les Indo-Européens ? Le mythe d'origine de l'Occident », paru en 2014. Alors, autre chose, ça serait, on peut dire maintenant, de la mesure des crânes à la génétique. Oui, c'est ça, oui. Et je pense par exemple à l'italien Luigi Luca Cavalli-Sforza qui, après-guerre, aux États-Unis, propose un arbre des gènes de tous les êtres humains. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu la méthode qu'il utilise et en quoi elle est contestable ? C'est-à-dire que c'est soit une banalité, soit indémontrable. C'est-à-dire que effectivement, on descend tous de quelques dizaines d'Homo sapiens quelque part en Afrique, et sans doute pas un seul foyer, mais plusieurs avec des métissages permanents et sur des durées de temps extrêmement longues. Et donc Cavalli-Sforza essaie de classer cette fois les populations modernes, actuelles, contemporaines, en fonction des gènes, et il le croise avec deux linguistes américains, Greenberg et Ruhlen, qui essaient de faire l'arbre de toutes les langues du monde. Donc là, on n'est plus seulement dans l'arbre des langues indo-européennes, mais on fait l'arbre de toutes les langues du monde, et on va même reconstituer une trentaine de mots de la langue originelle que auraient été censés parler les premiers sapiens il y a maintenant 200 ou 300 000 ans. Et puis on explique que les deux arbres coïncident en fait. Quand on regarde dans le détail, c'est pas vrai. Les différences sont surtout géographiques. Et on a par exemple entre les gens du sud, les gens du nord de l'Inde qui parlent des langues indo-européennes sont beaucoup plus proches génétiquement des gens du sud de l'Inde qui parlent pas des langues indo-européennes, qui ne sont proches génétiquement des Européens d'Europe occidentale. Donc ça ne marche pas. Il y a un effet d'illusion quand on regarde de très loin, parce qu'effectivement, ces deux arbres, et ça correspond à la géographie, donc les langues et les gènes varient en fonction de la géographie, mais ça ne marche pas dans le détail. Ouais. Et en plus, cet arbre... des gènes, je pense aussi à d'autres types d'analyses génétiques comme MyHeritage, qui a beaucoup de succès en ce moment, où on prétend vous dire à partir de votre génétique quel est votre pourcentage d'Irlandais, comme s'il y avait des marqueurs génétiques qui ne changeaient pas dans le temps, propres à certaines régions et à certains peuples. Oui, c'est toujours... Enfin, je suis très heureux pour ces officines qui gagnent de l'argent. Je suis très heureux pour elles. Mais effectivement, je ne dirais pas que c'est une forme d'escroquerie, mais en tout cas, c'est du moins une vision extrêmement simpliste de l'histoire. Mais c'est vrai que il y a eu un boom justifié de la génétique qui apporte des tas de renseignements, et maintenant, depuis une quinzaine d'années, de la paléogénétique. C'est pas un hasard si l'un des principaux fondateurs, le Suédois P.-Bo. A reçu le prix Nobel de médecine il y a quelques semaines. Ça permet d'éclairer un certain nombre de choses, mais c'est pas... si on fait pas attention, si on confond culture et biologie, on va utiliser la génétique comme on utilisait les mesures de crâne au XIXe siècle. Oui. Après-guerre, il y a d'autres
une autre théorie, notamment du foyer originel des Indo-Européens qui émerge dans les années 70 avec un Anglais, Colin Renfrew, qui a été anobli et qui propose, lui, l'hypothèse anatolienne. Alors, est-ce que cette hypothèse, sur quoi il la base et est-ce qu'elle est si nouvelle que ça ? Mais elle est pas très nouvelle, hein, parce que pour retrouver le foyer originel supposé, il faut deux choses. Il faut montrer un mouvement de migration général qui, aux époques historiques, aboutirait à la position de peuples dont on sait qu'ils parlaient des langues indo-européennes, les Celtes, les Grecs, etc. Mais aussi, il faut montrer que ça a quelque chose d'indo-européen, ce mouvement. Et donc, Renfrew, lui, va repartir d'un mouvement migratoire qui est incontesté, qui est le fait que, à partir de 6500, 6000 avant notre ère, une partie des populations qui ont inventé l'agriculture et l'élevage au Proche-Orient vont migrer, le surplus va migrer vers l'ensemble de l'Europe. Donc personne ne nie ce mouvement migratoire. Après, il faut prouver que c'est effectivement que c'était des Indo-Européens parce que on a la migration, puis après vers 2000 ans après, toute l'Europe est néolithisée. On appelle ça aussi la migration néolithique. Toute l'Europe est néolithisée, mais les langues que parlaient les gens, on commencera à les savoir que 3000 ans plus tard, dans le meilleur des cas. Donc on peut prouver que c'est une migration, mais pas forcément que c'était indo-européen. Ouais. Autre hypothèse qui a beaucoup de succès en ce moment, c'est l'hypothèse d'un foyer steppique qui est défendue notamment à partir des années 80 par Marija Gimbutas, oui, installée aux États-Unis à l'université de Los Angeles et originaire de Lituanie, et qui est en fait une vieille hypothèse reprise. Oui, parce que c'est déjà attesté chez Leibniz, donc il y a 3 siècles, qui se pose le problème de, justement, sinon des langues, du moins des peuples, et qui pense que les Européens sont venus des bords de la mer Noire, dit-il explicitement. Et puis, c'est repris au 19e siècle régulièrement, notamment par un linguiste, Otto Schrader, qui écrit une grosse encyclopédie des antiquités indo-européennes, et qui se fonde notamment sur le fait qu'il n'y a pas de mot commun pour les arbres entre les langues indo-européennes d'Europe et les langues indo-européennes d'Asie, c'est-à-dire l'iranien, l'hindou, etc. Donc il dit, s'il n'y a pas de mot commun, c'est qu'il n'y avait pas d'arbres. Donc c'était forcément une steppe. Alors on lui dit, oui, mais il y a un mot commun pour les ours et il n'y a pas d'ours dans les steppes. Et il répond, ça prouve qu'il y avait des ours dans les steppes. Puis on lui dit, mais quand même, il n'y a pas de mot commun pour les poissons, alors qu'il y a plein de grands fleuves dans les steppes, le Dniepr, la Volga, le Don, etc. Et donc il dit, ça prouve qu'il y avait un tabou sur la consommation des poissons, ce qui n'est pas d'ailleurs confirmé archéologiquement. On trouve aussi des ossements de poissons. Donc il y a déjà cette idée chez Schrader, qui n'est pas non plus un idéologue, c'est un philologue sérieux, mais il propose ça. Et donc, ça continue à être repris. Par exemple, le grand préhistorien anglo-australien Gordon Childs, qui est le professeur de préhistoire à Londres dans l'entre-deux-guerres, un de ses premiers livres, ça s'appelle « Les Aryens » de Aryans, et finalement, il se dit, oui, l'hypothèse germanique, c'est la plus élégante, mais quand même, je préfère l'hypothèse steppique. Mais néanmoins, dans le dernier article qu'il écrit, qui est un peu son testament, il dit, non, finalement, c'était childish, c'était enfantin cette idée, et pas childish, c'est-à-dire childien, c'est-à-dire digne de moi. J'aurais jamais dû écrire ça. Et puis effectivement, Marija Gimbutas, qui quitte la Lituanie au moment de l'arrivée de l'armée rouge, passe une thèse à Berlin, donc elle a une formation
très germanique, et elle va ensuite immigrer aux États-Unis, à Harvard, et puis ensuite à UCLA, à Los Angeles. Et donc, elle est passionnée tout à fait par ce problème indo-européen. Et je l'ai bien connu. J'ai participé en tant que jeune archéologue à des fouilles qu'elle menait en Yougoslavie dans les années 70. Et donc, elle a l'idée d'inverser, parce que les Indo-Européens, ils avaient pris un peu comme théorie de conquête, ils avaient pris un peu de plomb dans l'aile après l'épisode nazi. Donc, pendant 25 ans, on n'en parle pas trop. On oublie un peu, on s'occupe d'autres choses. Et donc, elle va avoir l'idée de retourner l'hypothèse. Elle la garde, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il y avait une Europe néolithique pacifique, plus ou moins matriarcale, avec une grande déesse mère. C'était les femmes qui étaient créatrices. Et puis arrivent des steppes, d'affreux guerriers patriarcaux qui parlent les langues indo-européennes et qui vont détruire cette civilisation pacifique. Donc effectivement, maintenant, les Indo-Européens, dans la théorie de Gimbutas, c'est plus la race des seigneurs. Au contraire, c'est les méchants. Et du coup, elle va devenir aussi une égérie des mouvements féministes californiens. Elle va se rapprocher d'une religion réinventée de la grande déesse mère qui s'appelle Wicca, etc. Et donc, elle pourra vendre, entre guillemets, cette théorie steppique de nouveau, qu'elle peut appuyer aussi parce que, justement, comme elle venant de Lituanie, elle est la seule archéologue occidentale ou presque à lire le russe, donc elle s'inspire de fouilles réelles pour trouver effectivement des arguments. Et donc ça va être comme la théorie baltique est un peu disqualifiée, les deux théories concurrentes pendant les années 80, 90, 2000 vont être d'une part la théorie de Renfrew anatolienne, la migration néolithique des agriculteurs proche-orientaux, d'autre part la théorie steppique en parallèle. Cela dit, elle n'a publié que des petits articles, ça va être ensuite repris par d'autres archéologues, par un de ses principaux disciples, James Mallory, un Irlandais, mais qui lui est beaucoup plus prudent et réservé dans son livre, et puis par d'autres, et on va sans doute y revenir, rattrapé au vol par la génétique. Alors, qu'est-ce qui, dans cette théorie steppique, ne fonctionne pas d'un point de vue archéologique ? C'est-à-dire qu'on a du mal, effectivement, à voir cette culture des steppes se répandre sur l'ensemble de l'Europe. Ça, on ne le voit pas. Même quand on essaie de s'appuyer sur la génétique en disant la céramique du nord de la culture vers entre moins 3000 et moins 2500 du nord de l'Europe, qu'on appelle la céramique cordée, parce qu'elle est décorée d'impressions de ficelles. C'est censé être les gens des steppes, qu'on appelle en français la culture des tombes à fosses, et en russe, Yamnaya Kultura, donc on se met à parler des Yamna ou des Yamnaya maintenant. En allemand, c'est Grubengrabkultur, en anglais, on disait Pitgrave Culture avant, donc maintenant on dit les Yamnaya. Cette culture du nord de l'Europe, entre donc 3000 et 2500, elle a une partie de sa population a des gènes qui viennent des steppes. Mais en revanche, sa culture matérielle, sa poterie, a vraiment pas grand-chose avec la céramique des steppes. Il faut faire des raisonnements très compliqués pour essayer d'expliquer que ça serait quand même issu des steppes, parce que ce seraient les hommes qui seraient venus avec des bases en matière périssable qu'on n'aurait jamais retrouvées, mais qui auraient imité les femmes indigènes que les hommes venus des steppes auraient épousé de gré et de force. Donc on est obligé de faire quand même des scénarios très compliqués. Et à partir de ça, on avait dit, comme c'était le gène qui se répand d'IR1A, que c'était le peuple forcément le plus violent de toute l'histoire humaine, puisqu'il avait répandu ses gènes. En fait, on n'a aucune preuve de massacre, on n'a que 2 massacres. C'est des gens de la céramique cordée, 2 populations qui s'entretuent, et un autre massacre
où on devrait trouver essentiellement des hommes, hein, puisque c'est les hommes des steppes qui arrivent, qui tuent les hommes indigènes et qui épousent de gré ou de force les femmes. Et là, on a un grand massacre avec surtout des femmes et des enfants. Donc, pour l'instant, dans l'état actuel des choses, certes, on ne peut pas nier qu'il y a des gènes steppiques qui se répandent progressivement en Europe, mais le modèle, c'est comme pour les langues, pour en rendre compte, eh bien, il est forcément beaucoup plus complexe. Et à l'heure actuelle, il n'y a rien qui différencie en Europe, d'un point de vue génétique, les gens qui parlent des langues indo-européennes de ceux qui parlent d'autres langues comme les Hongrois, les Estoniens, les Basques, les Finlandais, etc. Donc, certes, il y a eu une arrivée sans doute très progressive et pas massive, comme on l'a dit, et facilitée par sûrement des systèmes matrimoniaux, etc. Mais en tout cas, ce n'est pas le raz-de-marée qu'on recherche depuis au moins 200 ans.